Attaquons sans plus tarder la discussion de marché avec trois invités en plateau comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Véronique Riche-Flores nous accompagne également, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Et Wilfried Galland avec nous également pour compléter ce trio. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Léa. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. La politique monétaire à la une, celle de la Banque Centrale Européenne plus précisément. Léa, comment vous évaluez alors la balance coût-bénéfice de la nouvelle communication adoptée par Christine Lagarde, alors, qui n'est pas une erreur de communication au sens strict. La communication de la semaine dernière était délibérée. Le pivot hawkish de Christine Lagarde était délibéré puisqu'il a été confirmé hier devant le Parlement européen à l'occasion de l'audition de la présidente de la Banque Centrale Européenne. On était resté sur l'idée d'une Banque Centrale Européenne en décembre qui conservait une stratégie de patience, avec quand même l'idée d'une réduction progressive du soutien apporté à l'économie à travers l'année 2022. Tout ça avait été très bien balisé avec une réduction progressive, graduelle des programmes d'achat d'actifs prévus jusqu'au 4e trimestre de cette année 2022. Et puis, visiblement, le chiffre d'inflation du mois de janvier a marqué les esprits au point de créer un inconfort peut-être insurmontable au sein du Conseil des gouverneurs qui a justifié jeudi dernier le changement de ton dans la communication de Christine Lagarde. Je pense qu'effectivement, on n'a pas été tant surpris que ça par cette bascule. On a été surpris par ce côté abrupt. C'est-à-dire que depuis la réunion de décembre, on voit bien entre le chiffrage d'inflation, la communication, on savait bien que le mois de mars et les nouvelles projections du staff de la BCE étaient un indicateur et allaient porter la voie pour un possible resserrement de la BCE, plutôt d'ailleurs en 2023, c'est ce que beaucoup priçaient sur 2023. La surprise, ça a été de le faire dès ce sommet-là, sur un chiffre d'inflation qui a surpris, donc considération politique ou autre, on peut en discuter, mais la vraie bascule, je pense, ça a été vraiment ce côté, on fait de manière beaucoup plus rapide qu'attendu. Alors, on prépare plus ou moins, parce qu'on avait quand même des séquences pour la BCE. Il y avait la séquence, on montrera quand l'inflation sera autour de 2, au-delà de critères volatiles et qu'on a des critères soutenables qui laissent à penser qu'on a des tendances inflationnistes. Et en plus, il y a une séquence entre la fin entre le tapering, la fin des achats et la hausse de taux. Là, ça a été un peu balayé quand on se réfère aux critères tels que donnés par la BCE. Les 2% d'inflation à moyen terme, oui, on peut les avoir. La question, est-ce que c'est lié ou pas aux critères volatiles ? Probablement, au-delà de la question pétrole aujourd'hui, mais les conditions sous-jacentes sont-elles là ? Et donc on pense nécessairement à la question des salaires. Oui, quand on met en parallèle l'inflation corps face au niveau des salaires, on peut estimer qu'on arrive sur des salaires en zone euro à fin 2022, début 2023, autour de 2,5-3%. On n'est pas non plus sur des niveaux de salaire comme ce qu'on peut craindre. Donc pour moi, en tout cas, sans mettre de côté le fait que la BCE avait raison d'ajuster. Ça casse en plus ce côté réelle divergence avec la Fed qui était de plus en plus compliqué à tenir. Maintenant, le côté rapidité de l'annonce et dès le mois de janvier, c'est plutôt ça qui pose question que le message de la BCE qui était au final très clair. Elle a été graduelle, elle a gagné en crédibilité depuis sa prise de fonction. On concevait même qu'il y avait un délai d'attente entre la situation américaine avec une situation macro très différente et celle qu'on voit aujourd'hui. C'est plutôt la rapidité qui surprend aujourd'hui. Est-ce que les bénéfices de ce changement de discours rapide, est-ce que les bénéfices l'emportent sur les inconvénients à ce stade, Léa ? Je pense qu'il faut regarder du côté des spreads périphériques. Ouais. Je pense qu'il faut regarder du côté des niveaux et de la vitesse de remontée des taux. Sur le reste des marchés, c'est plutôt, on va dire, le repricing aujourd'hui qui pose question. On rentrait quand même dans une phase où on avait moins d'achats de BCE, une situation macro qui se complexifie, on sort de tout le choc Covid, une hausse de l'inflation qui pénalise le ménage. On sort des questions BCE, mais on voit bien une hausse de l'inflation qui pénalise la conso et le revenu des ménages. Donc, remonter aujourd'hui, créer... Alors, je ne sais pas si c'est une perte de crédibilité, mais en tout cas, créer de la surprise, avoir un discours moins visible et créer probablement un retour de cette fragmentation et des tensions sur les périphériques, pas sûr que le coût-bénéfice soit positif. Mais c'était à attendre. Enfin, je veux dire, si la communication était volontaire jeudi dernier, encore une fois, voulu. La confirmation devant le Parlement hier montre qu'elle était volontaire.
Christine Lagarde et la BCE savaient qu'il allait y avoir un prix à payer pour cette communication. J'espère qu'en faisant cette communication, ils s'y attendaient. Ouais. Maintenant, c'est là où je pense que c'est le résultat jusqu'au meeting de mars. Au meeting de mars, on va bien voir quel est le niveau d'inflation. Si le staff affiche une inflation à 2,5, là, on est sur quelque chose de très rapide. Si on a une inflation à 2, on va dire que ça rentre en compte. Pour la fin de l'horizon de prévision. Pour la fin de l'horizon de prévision. On est à 1,8 2024. Exactement. Projeté si on affiche à 2, c'est feu vert, on y va. Ouais. Si par contre, on voit un staff qui affiche un 2,5 au-delà, où là, on a quelque chose qui est plus rapide, là, ça va être différent. Moi, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est qu'on a en gros une histoire de repricing BCE jusqu'à l'horizon de mars, où on va au final voir très clair dans le message et avoir beaucoup plus de billes sur le cycle de resserrement prochain. Mais d'ici là, c'est plutôt le retour à ces fragmentations, spread périph, relative value, c'est plutôt ces côtés-là qu'il faut regarder sur le prochain mois et sur lequel on va voir le coût-bénéfice. Véronique, la BCE, quelle crédibilité aujourd'hui? Je crois que je suis un peu moins négative, ce qui m'arrive rarement d'ailleurs, donc je vais en profiter pour... Bien le signe que le monde se renverse complètement. Mais non, mais c'est très intéressant justement. Alors, je dirais il y a plusieurs éléments. Depuis longtemps, mais je le dis Véronique, depuis longtemps, vous avez une hausse de taux de la BCE en 2022 dans votre scénario. Quand je dis depuis longtemps, c'est bien avant qu'on ait justement ce genre de conversation autour de la table. Je l'avais, effectivement, c'était symbolique. À chaque fois que je montrais mon tableau, je disais, bon, c'est symbolique, je vais sans doute repousser le truc, mais je l'avais quand même. Donc, 20 points de base, donc je restais en taux négatif, à moins 30 pour le taux de dépôt. Pourquoi j'avais ça? Parce que, on a un environnement de politique économique qui a bougrement changé, c'est-à-dire de policy mix, genre monétaire et budgétaire, qui donne plus de marge à la politique monétaire pour commencer à se normaliser, puisqu'on a un gros soutien budgétaire, même si celui-ci sera moindre dans les trimestres à venir. Pour l'instant, il est encore très fort. Deuxièmement, pour le plus court terme, sur l'inflation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. En fait, on a un empilage de facteurs temporaires. Sauf que, comme la plupart des économistes, quand on a ce type de phénomène, c'est très difficile d'anticiper la suite. Et cet empilage, il peut effectivement créer des anticipations. Moi, je ne suis pas banquier central, je ne suis pas obsédé par... Mais il peut logiquement créer des anticipations de hausse de l'inflation par rapport au passé et qui s'inscrivent un peu plus dans la durée. Deuxièmement, si je suis Madame... Ce qui n'est pas encore le cas. Si je suis Madame Lagarde, je me dis, là, effectivement, je prends le risque de tendre les spreads de taux, l'Italie, l'Espagne, peut-être la France d'ailleurs, accessoirement, mais en même temps, si j'essaye de mesurer ce risque, jusqu'où il est. On a des pays, tous les pays du Sud ont des acquis de croissance phénoménaux, entre 2,5 et 3,5. On a des perspectives après le premier trimestre quand même de rattrapage, bon an, mal an. Donc finalement, effectivement, on a plutôt encore des perspectives relativement sympathiques du point de vue de la croissance. Ce sera moins le cas au deuxième semestre, me semble-t-il. Et donc je préfère, moi, préannoncer, d'abord parce que j'ai la moitié du staff ou les 3/4 qui me poussent, qui me pressurisent derrière pour commencer à normaliser ma politique monétaire. Je préfère lancer des signaux, pas pour remonter les taux en mars, personne, heureusement, mais pour commencer à préparer le terrain pour la hausse de taux au deuxième semestre. Je préfère nettement le faire maintenant. J'encours effectivement quelques tensions sur les spreads, mais avec... Après tout, je dis à Draghi, fais ton job, toi, de ton côté, pour optimiser le plan de relance d'un point de vue structurel et rassurer, jouer ta part à ce niveau-là. Et moi, je fais mon job pour pas prendre un risque démesuré à l'égard d'une inflation, surtout que quand je regarde à l'Est, dans les Balkans, etc., j'ai quand même beaucoup plus que des effets transitoires. En tout cas, je peux m'interroger. Et ça va être demain peut-être un gros souci pour la zone euro. Donc, finalement, je prends moins de risques à changer mon discours aujourd'hui. La seule question pour moi, c'est pourquoi elle n'a pas commencé à mieux préparer le terrain il y a 3 mois. Ça, c'est plutôt comme ça que je me pose la question que l'effet surprise de cette fois-ci. Si je comprends bien l'argument, Véronique, vous dites, si la BCE ne le fait pas maintenant, elle ne pourra peut-être, sans doute, pas le faire plus tard.
Soit, alors il y a deux choses, soit effectivement elle court derrière et puis si l'inflation continue à s'imprimer, soit effectivement parce que la Fed va remonter, elle risque la Fed elle d'être un peu plus agressive au début et je pense que les perspectives de l'économie américaine vont très rapidement s'en ressentir. Je suis pas du tout sûre que parce que la Fed va repartir très vite, elle ira très loin. J'ai plutôt le sentiment inverse en fait. Donc c'est un scénario, c'est 3 hausses de taux de la Fed, alors peut-être qu'il y aura in fine 100 points de base, bon, d'accord. Mais je pense qu'assez rapidement, la Fed va être rattrapée par la dégradation des perspectives américaines et des marchés. L'autre élément, et ça vient en faveur de ma lecture de la BCE, c'est que si les banques centrales ne font rien, s'il n'y a pas un rideau de banque centrale aujourd'hui face notamment au marché des matières premières, on voit très bien ce qui se passe. Les prix du pétrole continuent à jouer et l'Ukraine et je ne sais quoi surfent sur une liquidité qui est hyper abondante et je pense que le vrai problème il est là. C'est aussi pour ça que moi je pense que aux États-Unis, je préférerais qu'on régule les liquidités plutôt qu'on touche au taux. Mais c'est très compliqué. On voit il y a bien une crise énergétique quand même. C'est pas juste une question de énergétique. Il y a une spéculation, il y a des positions spéculatives qui sont absolument déraisonnables. Et plus on donne le sentiment que les banques centrales finalement hésitent, à chaque fois d'ailleurs, la dernière fois après la conférence de presse de Madame Lagarde, qui était plutôt soft, la précédente, finalement ça a été un nouveau rallye des matières premières ou du pétrole, je ne sais plus dans quel sens, mais voilà, je pense qu'on a un vrai souci, c'est cette spéculation qui est liée à l'excès de liquidité dans l'économie à l'échelle mondiale d'ailleurs. Donc moi, si j'étais effectivement à la BCE, je pense que j'aurais peu ou prou, pas tout à fait dans la même forme, mais certainement beaucoup mieux. Ouais. Non, mais... voilà. Et puis, la perspective d'une fin des taux négatifs, quand même... on en rêve tous, Véronique, mais on veut le voir pour de bonnes raisons et on veut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Parce que si c'est monter les taux pour monter les taux... On sait faire en zone euro, on l'a fait en 2008 et en 2011. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une fenêtre de tir qui est finalement qui permet de tenter. Voilà. On a peut-être la meilleure fenêtre de tir qu'on a jamais eue dans l'histoire de la zone euro de ce point de vue-là. Exactement. Dans quel camp est-ce que vous êtes, Wilfried ? Il faut choisir. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il va y avoir beaucoup de paroles et peu d'actions, que ce soit pour la BCE ou pour la Fed. Déjà parce que les deux doivent gérer, enfin en tout cas la BCE c'est sûr, doit gérer 3 éléments importants. D'abord les anticipations d'inflation, donc il faut effectivement éviter d'ancrer les anticipations d'inflation trop haut, donc là la parole de la BCE est je pense encore plus importante que l'action de la BCE, donc là elle parle très fort pour éviter que les anticipations d'inflation s'ancrent. Mais ça c'est la paranoïa des banquiers centraux et rien d'autre que ça. Non mais mais nous sommes totalement d'accord, non mais moi je suis dans le camp qui pense que la BCE comme d'ailleurs la Fed fait une énorme erreur de politique monétaire. Bon, mais j'essaie d'expliquer pourquoi et comment est-ce qu'ils vont essayer de se dépatouiller de ce chemin dans lequel ils se sont mis, sur lequel il va falloir essayer de faire un petit virage à 180 degrés dans pas très longtemps, le plus souplement possible, ce qui est assez difficile quand le terrain est glissant, enfin, sauf les adeptes de la conduite sur glace. Donc on a le premier élément, c'est les anticipations d'inflation. Le deuxième élément dans la zone euro, c'est la fragmentation de la zone euro. C'est-à-dire que en fait, quand on regarde l'inflation dans les différents pays, c'est pas du tout la même chose quand on regarde l'inflation en France et en Italie, qui est autour de 3%, que quand on regarde l'inflation, quand on est en Espagne, quand on est dans les pays de l'Est, comme disait justement Véronique, ou quand on est en Allemagne, où on est au-dessus de 6. Donc on n'est pas du tout dans la même, dans le même état d'esprit. Et donc là, effectivement, il faut essayer de donner des signaux sans aller augmenter encore cette fragmentation, parce qu'on sait que tous ceux qui font des rodomontades en disant je suis pas là pour combler les spreads, en général, 3, 4, 5 jours plus tard, font très rapidement, là aussi, un demi-tour, de préférence le plus humblement possible, en disant qu'ils ont fait une erreur et qu'évidemment, ils sont là pour combler les spreads, puisque la BCE, je le rappelle, est là d'abord et avant tout pour assurer l'intégrité de la zone euro. Le reste n'a que peu d'importance. À ce stade, Christine Lagarde nous dit que les mouvements qu'elle a observés depuis jeudi ne sont pas des mouvements qui l'inquiètent et qui sont susceptibles de remettre en question justement ce virage. Nous verrons dans le temps. Je pense que tout ceci est comme, vous savez, un bouillon que nous mettons gentiment à chauffer. Nous commençons tout juste à atteindre la température de 45 degrés, qui a été un petit peu élevée pour un bain, et qui va probablement déclencher une réaction, je pense, dans assez peu de temps. Et le troisième élément sont les politiques budgétaires. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais
les politiques budgétaires aujourd'hui de la zone euro ne sont pas du tout sous contrôle. Et on sait qu'aujourd'hui, il va être très très difficile à la BCE, sans avoir un accord budgétaire européen sur une harmonisation, un dispositif de contrôle, un dispositif de sanction qui soit uniformément accepté par toutes les entités budgétaires de la zone euro, de ne pas finalement faire ce qu'elle fait en général à la fin, parce qu'elle n'a pas le choix, c'est-à-dire assurer le financement des États. Et donc, au-delà des effets de manche en disant « vous allez voir ce que vous allez voir », à la fin des fins, c'est toujours l'euro avant les traités. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a jamais d'exception à tout ça. Et donc, lorsqu'il y aura effectivement une espèce de dislocation qui pourrait se produire au niveau du marché des dettes et au niveau des anticipations d'un certain nombre d'acteurs disant « là, c'est bon, on peut atteindre le point où la zone euro est en danger », évidemment, il y aura un retour arrière. On n'en est pas là. C'est quoi ce point ? 160 points de base de spread sur le 10 ans italien par rapport au 10 ans allemand, c'est rien ? Aujourd'hui, c'est pas encore grand-chose. La question, quand on regarde le spread, quand on regarde. C'est quoi alors ? Non, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le 300 points de base. Ce qu'il faut regarder, c'est le financement. Ce qu'il faut regarder, c'est le financement de l'État italien. Aujourd'hui, quand vous regardez la dette italienne en moyenne, l'État italien se finance à 2,1% en moyenne. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1,8 sur la dette italienne. Donc, même avec la hausse de taux, on est encore en dessous du niveau moyen de financement de l'État italien. Donc, c'est pas très grave. Ce qui va être grave, c'est effectivement quand on va commencer à atteindre effectivement les 250-300 points de base qui vont montrer qu'à un moment, on est en train de faire remonter les coûts de financement de toute façon qui va commencer à rendre tout le monde nerveux. Et là, sans nouvelle communication de la BCE, le marché obligataire va dans cet objectif-là. Pour l'instant, c'est le cas. D'accord. Pour l'instant, c'est le cas. Véronique, pardon. Non, pardon. Non, mais allez-y. Et probablement que ça commencera à se traduire plus nettement sur les spreads au moment où les perspectives conjoncturelles commenceront à patiner. Et ça, c'est plutôt l'été. Parce que là, pour l'instant, on est équilibré, effectivement. On va réouvrir l'économie, on va aller se promener, aller faire des restaurants, du shopping. Nos économies les résultats du deuxième trimestre vont être probablement très solides. Vu l'acquis très élevé, ça va être probablement perçu comme une année magnifique. Par contre, la deuxième moitié, avec des politiques budgétaires qui, quand même, devront un peu réguler la chose, être moins généreuses, les effets de l'inflation également. Là, ça va commencer, je pense, on va commencer à se poser des questions sur les tendances macro, et c'est là que le risque de spread, normalement, de spread plus élevé, se manifeste. Mais ça laisse quand même tout le temps à la BCE pour continuer à communiquer, à préparer le terrain pour une hausse des taux, me semble-t-il. Moi, ce qui me marque, Léa, lors de mon petit poste d'observateur, je sais que la comparaison US-Europe trouve vite ses limites. Voilà, on n'a pas mis les mêmes moyens, c'est pas les mêmes structures d'économie, etc. Mais je vois quand même dans la stratégie de la Fed, le pivot a été enclenché, ça a été un peu brutal également. Voilà, il y a un petit wake-up call, on sort tous un peu du déni à ce moment-là. Mais la Fed a quand même attendu d'avoir une économie en surchauffe, ou en tout cas revenu à sa tendance, voire au-delà de sa tendance pré-Covid, avec l'idée d'un emploi maximum entre 3,5 et 4% atteint. Check, c'est fait, avec effectivement une inflation qu'on voit dans le blanc des yeux, comme disait Janet Yellen, et je ne parle pas juste de l'inflation des prix des matières premières, on parle de l'inflation salariale aux États-Unis. Le corps inflationniste va sortir peut-être à 6% pour le mois de janvier aux États-Unis. Il est à 2-3 en zone euro. C'est-à-dire, on a attendu d'avoir le smoking gun, comme disent les anglo-saxons, d'avoir la réalité matérielle de ce phénomène d'inflation endogène aux États-Unis pour en prendre la mesure, pivoter, au risque d'être peut-être très en retard. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en tout cas, je constate que la BCE a choisi une stratégie un peu plus préemptive, un peu différente, qui correspond d'ailleurs peut-être plus à l'habitude de la BCE pré-Draghi, c'est-à-dire je n'attends pas d'avoir la spirale inflationniste sous les yeux et je prends les devants en changeant ma communication avant que tout cela ne se mette en place, au risque que tout cela ne se mette jamais en place d'une certaine manière. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles. Nous, on utilise les modèles pour faire ça. On avait deux calls vraiment différents. Sur la Fed, depuis, on va dire, mars 2020, on avait des signaux qui montraient que à l'horizon novembre-décembre, la Fed devrait agir. Et elle devrait agir très rapidement, compte tenu du risque inflation, et elle devrait agir très fortement et très rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, il faudrait qu'on ait des taux Fed Funds à horizon 1,50. Et on irait
à peu près à 1,75,2 grand maximum. On l'a intégré en disant, bah voilà, novembre, décembre, c'est le tapering. Mars, on commence le resserrement, on fait un resserrement assez rapide et on arrive en fait très vite à retomber là-dessus en disant en plus le côté quantitative tightening et un biais qui rajoute aussi du resserrement. Donc le call qu'on avait, c'était celui-là. Aujourd'hui, ça paraît cohérent que la Fed, dans ce cycle-là, comme vous le disiez, est dans une phase où la croissance est dans une phase de boom, l'inflation a des risques de déraper, pas nécessairement d'ailleurs sur la question des salaires. Je pense que sur les salaires, il y a vraiment des pans du marché du travail qui sont dans cette spirale-là, pas d'autres, et qu'au contraire, ça a été aspiré par la productivité. Mais vous dites même aux États-Unis sur la question des salaires, c'est pas une photographie homogène. C'est plus compliqué que ça. Le marché, mais bon. C'est des vraies questions sur le leisure hospitality. Là, oui, on a vraiment des vraies questions. Sur le reste des pans sur le marché du travail, on a des fortes hausses des salaires, certes. On revient sur les niveaux pré-crise. Je rajouterais qu'on a des vraies problématiques d'inflation, beaucoup plus sur la question du logement, qui vont être des vraies surprises. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, on va combiner des effets transitoires qui restent plus longtemps que transitoires, des effets qui sont des effets de long terme. Et donc, on a un set d'outils qui est cohérent avec un ajustement de la Fed et un ajustement rapide. Qu'elle le fasse ou pas, que ça crée un ajustement de cycle ou pas, aujourd'hui, il aurait été complètement aberrant pour la crédibilité de la Fed d'attendre et de ne pas accélérer son programme compte tenu des chiffrages. La BCE, moi j'ai une lecture qui est inverse. Quand on fait le même modèle que celui qu'on a sur la Fed et sur la BCE, ce qu'on avait, c'est une BCE qui, lors de la crise précédente, aurait dû monter les taux et qui aujourd'hui devrait aussi monter les taux, c'est-à-dire qu'on a le scénario, nous, que la BCE est dans une phase de répression financière. Compte tenu de toutes les difficultés de financement des États qu'on a, la BCE reste behind the curve, de manière durable, pour justement ne pas créer de problématiques spécifiques sur les États. Et donc, même si on est dans une situation macro qui était favorable, même si on était effectivement dans ce cycle européen qui est très bon et qui va encore l'être sur ce premier semestre, la BCE aurait dû, en tout cas, rester en retrait comme elle l'a fait en 2015, 2016, 2017, où elle pouvait remonter et qu'elle ne l'avait pas fait pour tous les problèmes de crise souveraine qu'on connaît. Donc aujourd'hui, le fait que la BCE bascule cet effet-là, rentre pour des raisons, on en a tous discuté, dans cette phase forte de cycle de resserrement, je pense là où pour moi, pour la Fed, c'est pas une erreur, la BCE, ça l'est beaucoup plus. Donc, Lagarde enterre Draghi, c'est le titre que je mets depuis hier. Non, mais j'ai pas mis de point d'interrogation, c'est exactement ce que vous dites. Pour moi, c'est ça. Exactement. La méthode et la manière Draghi, c'est fini. C'est autre chose. Le prisme qu'on a tous eu d'analyser Lagarde, et probablement on a tous ce souvenir d'écartement de tous les spreads périphes, de ce passage au 2, je pense qu'on a tous le 2,50-300 BP sur le spread italien qui enclenche des nouvelles mesures, des nouveaux outils. Je pense qu'on a cette mesure en tête, mais pour nous, on est vraiment aujourd'hui sur des bascules. Encore une fois, les outils de la BCE, la volonté de la BCE, les considérations de moyen terme sur les réchauffement climatique, on sait bien qu'on est sur des prismes qui va être complètement nouveaux, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même réalité, dans la même lecture que celle qu'on avait avant. Moi, il y a quand même la question des salaires qui me frappe, Véronique. Alors, évidemment, j'ai pas connu la spirale inflationniste des salaires dans les années 70. Malheureusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on veuille éviter une indexation générale, automatique, qui ferait déraper complètement les choses. C'est un point. Là, on en est, je vois la Banque d'Espagne. Qu'est-ce qu'il y a eu comme modération salariale pendant des années en Espagne ? Les travailleurs espagnols se sont serrés la ceinture comme jamais. On est en train de dire à ces gens aujourd'hui, le rattrapage des salaires auxquels vous pourriez prétendre, en fait non. C'est ce que dit très clairement le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Alors c'est une situation encore différente, mais il le dit à la BBC. Je trouve le propos choquant. C'est-à-dire des banques centrales qui se sont satisfaites, accommodées d'une période de stagnation séculaire, de grande modération salariale, imposée en tout cas à beaucoup de salariés, beaucoup de travailleurs, viennent dire aujourd'hui, alors qu'il y a de la croissance, alors qu'il y a des prétentions salariales qui sont légitimes, viennent dire « Ah non, désolé, c'est pas possible, l'histoire s'arrête là pour vous ». Alors, ça, c'est effectivement, ce sont les propos de Bailey et ils sont très choquants.
C'est indiscutable. Après, on peut voir les choses différemment. On peut se dire, ça fait 10 ans, voire un peu plus, qu'on dit aux salariés européens, aux travailleurs européens, il faut se serrer la ceinture. Il faut de la déflation. Pourquoi ? Pour aller capturer les marchés, le grand marché chinois, notre avenir est dans la compétition, dans la concurrence, dans la compétitivité, etc. Modèle allemand. Et modèle allemand. Et puis arrive une crise Covid, et là, on ouvre complètement les vannes, on arrose nos économies de moyens que personne n'aurait imaginé et pouvoir exister, et puis il y a de l'inflation qui arrive. Donc logiquement, vous dites quoi si vous regardez tout ça ? Vous n'êtes pas acteur, vous regardez... Vous dites, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de revanche là ? Tous ceux à qui on a expliqué comment en disant qu'on n'avait pas les moyens de rien faire et qu'il fallait se serrer la ceinture, est-ce qu'ils ne vont pas tout d'un coup ouvrir la brèche et effectivement exiger des rémunérations salariales ? Sinon, ils n'auront plus bossé. Et donc, peut-être qu'effectivement, le vent est en train de tourner. Et donc, à mon avis, je ne sais pas, mais je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir, en tout cas. Et de la même manière, quand on regarde, je parlais de l'inflation en Europe de l'Est, ça m'a un peu marqué quand même. J'ai un peu approfondi le sujet, parce que c'est quand même, on parle d'inflation à plus de 10%, entre 8 et 12%, en fait, dans la plupart des pays. Et vous dites, oui, finalement, on a une politique européenne qui a été hyper généreuse par rapport à des pays qui n'ont jamais connu cette générosité. Ils sont en pleine crise sanitaire, on ouvre les vannes et en plus on fait des plans de relance, ils peuvent exporter leurs produits à bas coût dans le reste de l'Europe. C'est Byzance. Et la croissance, effectivement, vous regardez la Pologne qui est en dehors, qui n'est pas dans la zone euro, une croissance exceptionnelle, avec 3% de transferts européens, 3% de leur PIB tous les ans, c'est colossal. Donc je pense qu'on n'a pas du tout le même contexte qu'auparavant. C'est pour ça que moi j'étais farouchement opposée à la hausse des taux de 2008 et de celle de 2011. Aujourd'hui, je ne vois pas du tout les choses pareilles parce qu'on a eu cette crise. On a ouvert les vannes sur le plan budgétaire et on les a bien ouverts. Et on continue quand même globalement dans les pays qui ne sont pas trop menacés pour l'instant à être très généreux. Et je pense que du coup, la Banque centrale peut s'autoriser un début de normalisation, être moins présente, avoir moins cette responsabilité de tenir l'ensemble. Et alors, peut-être qu'en plus, on a des vraies raisons de se poser la question d'une inflation salariale. Alors moi, je ne vois rien d'effarant là-dedans. Au contraire, ce serait même plutôt bienvenu. Sauf que j'ai noté qu'à chaque fois que j'ai fait des plateaux télévision, la première question, c'était est-ce qu'on est dans un cycle prix-salaire ? C'est l'angoisse numéro 1. Alors, c'est l'angoisse numéro 1 des économistes de marché. Après 20 ans de modération salariale. Banquiers centraux. Non, mais on parle de banquiers centraux quand même. Ceux qui ont été éduqués à l'économie avec des manuels des années 70, qui est le cas que de la plupart des gens qui posent des questions en général, heureusement Grégoire, vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est effectivement le cas. Non, mais c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que on peut défendre le marché. Le vrai sujet fondamental de beaucoup de gens qui effectivement ont été élevés par des gens qui ont connu cette inflation très forte des années 70, c'est est-ce qu'on ne va pas retourner dans la partie stagflation des années 70 et est-ce qu'on ne va pas retourner avec les méthodes extrêmement violentes de Paul Volcker en 1980 qui ont été... C'est ça le sujet. Alors qu'on est effectivement dans une situation qui n'a rien à voir. Le principal problème, et je pense qu'on tourne autour de ce sujet-là depuis un certain temps, c'est que l'inflation, l'effet inflationniste majeur, il vient de l'offre, il vient pas de la demande. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un push de demande. En zone euro, c'est sûr. On a eu un push de demande, même aux États-Unis, on a eu un push de demande très net, très fort. Mais là, il s'est arrêté. Donc, le véritable problème, c'est qu'on est toujours en dislocation de l'offre, en particulier avec la Chine qui est toujours avec son zéro Covid et avec un certain nombre de perturbations, à la fois énergétiques, sur le marché de l'emploi, ça c'est vrai, et sur le marché globalement des chaînes de valeur. On a perdu cette fluidité sur laquelle tout le monde s'est appuyé. Le problème, c'est que si vous êtes une banque centrale et que vous dites « je veux régler via l'offre », parce qu'en fait, je n'ai évidemment aucun levier sur les chaînes de valeur en tant que banque centrale. Je suis désolé pour eux, mais il y a vraiment aucun impact sur les fils de bateau à Los Angeles et sur le port de Ningbo en Chine. Absolument aucun, même avec toute la bonne volonté du monde. Et donc, le sujet, c'est que si vous voulez effectivement régler le problème, alors vous êtes obligé de baisser la demande d'une façon extraordinairement forte et donc d'envoyer le monde dans une récession annoncée. Or, le sujet qu'on va avoir très très rapidement, c'est que politiquement, les peuples n'acceptent plus les récessions. Ils n'acceptent plus les récessions. Et donc, ça, les gouvernements sont tout à fait au courant de tout ça. Et donc, très très vite, la pression va être extrêmement forte dès qu'on va avoir un ralentissement économique pour dire il faut que tout le monde se mette sur le pont parce qu'il faut contrer ce ralentissement économique. Et ça donne, et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, des visions assez vertigineuses du fait, mais comment est-ce qu'on revient
à une situation où on se dit, ça y est, on a un socle sur lequel on peut effectivement retravailler notre fameuse économie cyclique, nos fameux cycles 5 ans, 10 ans, 50 ans, sur lesquels on a tous travaillé. Sauf que ça devient de moins en moins acceptable. Et ça, on va se retrouver avec ce sujet de friction qui n'est pas encore complètement le cas, mais qui va arriver, je pense, relativement vite. Ouais. Moi, j'ai quand même une question, parce que ça reste pour moi un objectif absolu qui a été atteint par l'économie américaine. Revenir à la tendance pré-Covid. Dans le dernier set de projection de la BCE décembre, fin de l'horizon de prévision de 2024, l'économie de la zone euro n'est pas revenue encore sur sa tendance pré-Covid. Est-ce qu'on a encore une chance de se dire que c'est possible, ou est-ce que, comme les crises précédentes, la zone euro sortira un peu plus affaiblie encore, avec un poids économique relatif un peu plus faible, et surtout une économie qui va tourner sous sa tendance. Mais vertueuse en termes d'inflation, et ça va rassurer. Ah, on mourra avec moins de 2% d'inflation, ça va être pas formidable. Non, mais c'est une vraie question, Véronique. Il faut être clair sur ce qu'on appelle tendance. Tout à l'heure, tu mentionnais la tendance américaine. On n'a pas retrouvé la tendance d'avant-crise. Hein. On en est loin aux États-Unis aussi. Et en zone euro, on en est encore plus loin. Alors, ça dépend ce qu'on regarde. En termes de niveau de PIB, on a retrouvé le niveau d'avant-crise. La tendance, c'est quoi? On prend 2015, 2019 et puis on prolonge. Ouais. Et non, manifestement, je crois que les conditions ne sont pas réunies. Elles ne sont nulle part et elles ne sont pas non plus aux États-Unis. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas purgé, on n'a pas eu de récession. On a eu un arrêt de l'activité. On a eu une année et demie blanche. Et, mais pendant cette année blanche, on n'a pas vu les ajustements de récessifs qui d'habitude permettent de nettoyer les bilans. On a même vu l'inverse. C'est un pouvoir d'achat qui augmentait, un commerce mondial qui était débridé. Immobilier après un cycle déjà très mature qui reprend une jambe à la hausse. Endettement des entreprises, alors que normalement à minima, c'est quand même on nettoie un peu les bilans. C'est comme ça qu'on recrée les bases d'un nouveau cycle. Là, on n'a rien de tout ça. C'est aussi pour ça que je pense qu'on ne va pas pouvoir remonter les taux très loin, parce que ça va très vite heurter. Donc, et alors, c'est d'autant plus vrai en zone euro, avec notamment une économie allemande, qui est un gros point noir. Alors, bien sûr, j'aurais beaucoup à dire sur la France, accessoirement, mais le grand changement de paradigme, me semble-t-il, qui aujourd'hui saute aux yeux de tout le monde, il vient d'Allemagne. C'est quel avenir pour l'Allemagne dans un monde où disloqué également, je reprends ce terme, où effectivement le modèle qu'on a réussi à nous vendre quand même jusqu'à quasiment la crise Covid, d'une performance à l'exportation, est complètement... c'est fini. C'est fini. Moi, ça fait 10 ans que je dis que c'est fini, mais alors là, ça y est. Donc, et ça pose quand même de grandes questions, parce qu'il va être remplacé par quoi? Qu'est-ce qui suit derrière? On ne sait pas. Et d'ailleurs, quand on revient à l'Europe de l'Est, un petit peu ce qui se passe en Pologne, on a quand même l'impression que la Pologne est en train de tailler des croupières à l'industrie allemande. Donc là aussi, ça nous dit, tiens, quand même, ça va être compliqué cette histoire européenne. Et probablement pas en faveur de la croissance. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu plus d'inflation, les plus endettés vont peut-être un peu respirer plus facilement. En mettant les choses, moi j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est on voit bien, on tourne aux questions des cycles. Est-ce qu'en gros, les resserrements, ils vont être trop forts, ils vont ajuster? On a quand même une séquence, même indépendamment de la crise Covid, où en gros, on va dire, depuis Trump, on avait toujours cette phase un peu, on arrivait à l'essoufflement sur les marchés actions, on avait des questions sur l'espace du crédit, plan fiscal de Trump, on repart pour un tour. Ensuite, pivot de la Fed. Ça s'ajuste, on repart pour un tour. Crise Covid, on multiplie toutes les... On a masqué toutes les faiblesses au fur et à mesure. En fait, on a arrêté les super cycles, on a fait des mini-cycles, et à chaque fois qu'on a un ajustement, plutôt que d'avoir une économie qu'on ajuste, prend du temps, on a soit renvoyé tout de suite sur la question monétaire, soit renvoyé tout de suite sur des questions budgétaires, que ce soit les plans Trump, que ce soit aujourd'hui NGU et compagnie. Donc en gros... on est, et je pense que c'est pas lié au Covid, depuis plusieurs années. Exactement. Et la question sur laquelle on tourne, c'est il n'y a pas de free lunch. Il y a un moment où le poids du quantitative easing, le poids de cet afflux massif de liquidités, on va le payer. Alors, est-ce qu'on va le payer maintenant avec la sortie de la crise Covid et on laisse tout de côté, ou est-ce qu'au contraire, on repart sur un autre mini-cycle dans notre énorme cycle? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est encore sur ces histoires de mini-cycles. Sur le côté zone euro, il y a quand même un effet, je pense, qu'on loupe un peu et qui va un peu être lié à notre cycle américain. On a l'économie américaine qui va s'ajuster. On peut être
question sur le timing, l'ampleur ou autre, mais on sait bien que l'économie américaine décélère et va ajuster. Dans tous les modèles qu'on a sur la zone euro, les variables qui sont en tête, c'est le cycle américain. Si le cycle américain s'ajuste, on sait très bien que le cycle européen va ajuster. Il va s'ajuster 2022, 2023, 2024 à un moment où on va avoir l'effet massif des plans européens qui arrivent. Et ce qui est important quand on analyse ces effets-là, c'est pas le fait que ce soit un pays qui mette en place un plan budgétaire, c'est un ensemble de pays qui arrivent avec une force d'attraction très forte sur des horizons 2023-2024. Donc je pense qu'il y a quand même une histoire, pour finir sur mon côté très pessimiste du départ, peut-être un peu plus bonne surprise zone euro du côté macro, parce qu'on va quand même avoir un cycle américain qui va se retourner avec moins de facteurs de relais, un cycle européen qui va être suivi, mais qui va prendre en parallèle avec un biais budgétaire, un biais de resserrement. Et donc cette histoire recorrélation des banques centrales et du cycle, je pense que c'est un sujet qui va probablement switcher sur les périodes suivantes. On n'y est pas encore. Mais ça veut dire que le 10 mars prochain, l'événement, c'est pas la réunion de la BCE, c'est le sommet convoqué par la France sur la réforme des règles budgétaires et du pacte de stabilité et de croissance. On est depuis le début 10 et 11 mars. en train de dire Italie, pacte budgétaire, spread, que fait la BCE ? Le message BCE, et pour le coup, là, c'est un Draghi et Lagarde, c'est on veut que les politiques budgétaires jouent leur rôle. Est-ce qu'elles vont le jeu ou pas ? Moi, je reste d'avis que l'un dans l'autre, quand il y a un problème, de toute manière, c'est la BCE qui finit par être le dernier rempart. La variable d'ajustement. Exactement. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'il y a cette combinaison des deux points qui sont les plus importants. What if si c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Non, mais il y a plusieurs impacts. Le premier impact que tout le monde voit, c'est un impact sur l'énergie. Là, on parlait de l'inflation. C'est sûr que s'il y a des mouvements... Alors après, c'est la définition de qu'est-ce qu'on appelle guerre. Est-ce que c'est limité au Donbass? Est-ce que c'est juste autour de la Crimée, autour de Mariupol? C'était un des sujets, juste avoir le port de Mariupol qui permet d'avoir véritablement accès aux mers chaudes. C'était un des sujets. Là, on sait qu'on a quelques navires russes qui sont dans la zone. Ça peut être une façon d'avoir un élément effectivement militaire. Ou est-ce que c'est véritablement une invasion complète de l'Ukraine, auquel je ne crois pas. Mais en fonction de ça, les impacts sont complètement différents. On a de toute façon des impacts sur l'énergie, ça c'est très clair, et on le voit tout de suite avec le prix du gaz en Europe, à chaque fois qu'on a des éléments. Le deuxième sujet, c'est que on a aussi potentiellement justement à l'est de l'Europe un impact qui peut être macroéconomique assez rapide en termes de justement à la fois de shoot macroéconomique sur quelques jours parce que tout le monde se précipite pour faire des stocks et puis après d'arrêt brutal et puis d'un point de vue plus large le sujet après c'est comment est-ce que la Russie va se positionner par rapport à ses différents partenaires. Est-ce que face à des sanctions très fortes est-ce qu'ils vont décider de couper le gaz? S'ils coupent le gaz, ça veut dire qu'ils se mettent aussi dans une situation par rapport à leurs nouveaux amis chinois, anciens mais maintenant nouveaux, une situation où les Chinois pourraient se dire c'est pas non plus le partenaire le plus fiable qu'on puisse imaginer. Bon, donc tout ceci est assez compliqué, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, alors pour faire peur un peu à tout le monde, je pense que le risque de guerre n'est pas du tout intégré dans les marchés financiers, de vraie guerre. Non, mais c'est pas le job des marchés financiers d'intégrer des risques de guerre. Non, en fait, le job des marchés financiers, c'est de dire est-ce qu'il y a suffisamment de tension pour que, par exemple, on voit des mouvements qui soient, par exemple, très très forts sur les taux. Aujourd'hui, on les a pas encore. On n'a pas, par exemple, une remontée très forte du dollar et du franc suisse qu'on pourrait avoir si on imaginait qu'on était vraiment au bord de la guerre. Donc, on a même eu une remontée du rouble. Donc, peut-être que c'est un bon signal. Enfin, voilà, en tant que financier, je me dis que c'est un bon signal. On se rapproche à ce qu'on peut. Mais on va espérer quand même que la diplomatie arrive à quelque chose de constructif. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt, en tout cas, une stabilisation et des tensions qui ont l'air d'aller un petit peu décrescendo. Là, je regardais aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt un petit peu plus favorable. Donc, attendons de voir. Mais c'est un sujet vraiment très, très important potentiellement. Se satisfaire de ça ce soir. J'ai appris, un de vos confrères économistes m'a rappelé, ou m'a même appris tout simplement, le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Oui, c'est un petit pays. Oui. C'est une grande puissance pauvre. C'est le terme de Frédéric Ancel que je reprends régulièrement. La Russie, c'est une grande puissance pauvre. Et donc son sujet, justement, c'est que si elle n'existe pas géostratégiquement au travers de ses actions militaires, elle n'existe plus. Et donc c'est un véritable sujet, au sens propre du terme, existentiel pour elle. C'est-à-dire que si jamais elle ne fait plus peur par justement ses capacités de projection et son côté à la fois... très prévisible, mais sans pitié sur un certain nombre de choses, alors elle peut disparaître de la scène géostratégique. Donc elle doit toujours être en mouvement. Et le sujet de Poutine, c'est comment je suis en mouvement
tout en n'actionnant pas des leviers, et on rejoint un peu notre débat autour de la BCE, mais tout en n'actionnant pas des leviers qui font qu'ensuite, je serai obligé à un moment donné de revenir en arrière, parce que sinon, je ne serai plus considéré comme fiable. Donc, ouais, ça va être, c'est un sujet qui est à la fois passionnant et un peu stressant quand même, de ce point de vue-là. La Russie qui a été un des marchés financiers les plus booming dans les émergents l'an dernier. Merci les matières premières. Hein. Oui. Merci matières premières. Marché émergent, on voit bien, on a le décalage. Les hausses de taux, elles ont été faites, elles ont déjà été entamées l'année dernière. Le risque inflationniste, il est déjà matérialisé, passé l'année dernière. Les ajustements de change sur les devises vulnérables sont en cours ou passé. C'est un vrai environnement qui va être très compliqué, les émergences. C'est toujours compliqué de parler des émergences sans parler de pays par pays. Mais aujourd'hui, si on s'intéresse aux 10 gros, la Chine en ralentissement, dans une phase où ça risque encore d'être baissier. La Russie, on vient d'en discuter. Le Brésil, les élections cette année. L'Afrique du Sud, des problèmes structurels, mais pas nécessairement de grosses levées. La Turquie, hyperinflation, politique hétérodoxe. Il nous reste probablement l'Inde, avec un gros potentiel haussier. La Pologne, par son biais sur le niveau européen. Mais globalement, sur le set de pays émergents aujourd'hui, c'est soit vraiment faire attention aux pays qui ont gardé de potentiel, qui s'en sont bien sortis de la crise Covid, parce que les marges de manœuvre ne sont pas là, mais vraiment très touchy cette année. Donc là aussi, il y aura de la discrimination, vous dites. Elle a déjà lieu, et elle va se maintenir dans cette phase en plus de resserrement du cycle américain. Ils ont déjà resserré. En particulier pour ceux qui ont besoin justement de financement. Exactement. Dans une phase de resserrement, c'est très très important de voir ceux qui sont avec une balance des paiements positive ou pas. Quoi. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Véronique Reich-Flores, économiste indépendante et présidente de RF Research. Et Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, qui était avec nous en plateau.